Donc on va commencer par parler de Iceman, du personnage et de ce que il nous a, ce que nous prépare donc pour la nouvelle sortie. Et donc on va aller sur Iceman. Là. Et on va y aller, on va le faire ça. Voilà, c'est parfait. Salut Leftaos, salut Sorcellus. Donc on va parler de Iceman, donc le X-Men qui est arrivé, donc l'homme qui arrive. Donc on peut voir déjà sur sa face de héros qu'il a une recovery de 4 pour 11 points de vie et une taille de main 6 qui est classique pour le truc. Alors sa particularité c'est qu'il va arriver avec 6 Frostbite, donc morsure de froid upgrade qui vont être mis de côté, donc des cartes à côté, et en cool off, donc le fait de se refroidir. Après qu'il a changé sur cette forme, on peut remélanger une carte glace, donc ice, de sa discard, de sa pile de défausse, dans son deck pour chaque copie de blessure de Frostbite, donc de morsure de froid que vous avez en jeu. Donc c'est plutôt, ça paraît plutôt très fort. Après, il faut voir effectivement les conditions pour les mettre en jeu, et ça, on va voir ça juste après. Ensuite, on a Iceman, donc là la version héros cette fois-ci. Donc quand vous retournez le personnage, on voit qu'il a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Donc c'est un héros glace, ice et X-Men, c'est normal, c'est l'archétype, enfin en tout cas qui est mis en avant en ce moment sur Marvel Champion. Alors, donc il a une interruption quand il fait une attaque de base ou une défense de base contre un ennemi, vous pouvez lui attacher une morsure de glace, donc Frostbite, en cet ennemi. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il attaque ou qu'il défend, il va pouvoir. Donc, si on part sur un tour de jeu classique, vous pouvez partir sur l'idée que vous en faites au moins une, voire facilement 2 par tour. Donc ça peut être sympathique, voir les combos qu'il va y avoir avec les pouvoirs, et on va voir ça justement après. Ensuite, on a donc les Frostbite, donc justement ce qu'il peut mettre sur ses ennemis quand il attaque ou qu'il défend. Donc c'est une condition glace permanent. L'ennemi sur lequel c'est mis gagne +1 en manigance et -1 en attaque et en réponse forcée. Après que vous avez attaché vous l'avez mis sur cet ennemi ou lorsque quand cet ennemi s'active ou qu'il quitte le jeu, vous mettez cette carte, vous l'enlevez. Donc concrètement, ça s'enlève assez vite. Donc à vous de gérer correctement pour que ça fasse un maximum d'effet sur le jeu. Ensuite, on a un upgrade, c'est le froid solide, condition glace. Là encore, c'est un upgrade pour 3, donc relativement cher. Après, il faut voir l'effet, s'il est intéressant ou non. Donc, vous l'attachez à un ennemi, là encore, maximum 1 par ennemi, ce qui est mal. Et en interruption forcée, quand l'ennemi sur lequel est mis cet upgrade, cette amélioration, et devrait s'activer, vous le mettez de côté cette carte, donc Frozen Solid, et ensuite et par contre, vous pouvez lui mettre et vous lui mettez à la place un Frostbite qu'on a vu juste avant. Donc là, pour le coup, c'est combo. Voilà, c'est combo. Par contre, ça marche que bien sûr que quand le personnage est en forme de héros, ce qui est logique là-dedans. On continue avec le mur de glace, donc support 4. Là, vous pouvez le mettre en jeu, donc ça reste en jeu, c'est un soutien donc en F. Donc, une interruption forcée, quand une identité devait prendre quantité de dommages d'une attaque ennemie, vous pouvez placer ce dommage ici à la place, et quand il y a au moins 8 dommages dessus, vous enlevez cette carte, et vous pouvez attacher une copie de Frostbite de morsure de 3 sur cet ennemi sur lequel il a juste attaqué. Donc ça peut être très très fort, c'est une très bonne défense. Alors même si ça coûte 4, mais ça prend 8 dégâts,
ce qui est pas rien, et puis en plus ça permet de comboter avec les cartes du héros. Donc là on est encore dans les cartes du héros, hein, puisque vous le savez, dans les cartes du héros c'est 15 cartes, et puis ensuite sur un deck, et en rajouter derrière en fonction des affinités que vous allez prendre. Ensuite, on a l'Arctic Attack. C'est un événement pour 2 attaques glace super pouvoir, d'accord. Une attaque de héros, et vous choisissez soit de faire 4 dommages à un ennemi évolué attaché à Frostbite, soit vous lui faites 6 dommages sur un ennemi qui a déjà un Frostbite. Ça peut être un 2 pour 6 ou un 2 pour 4 avec un effet qui combote avec ce que vous auriez déjà sorti ou utilisé, donc très bien. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à le dire. Si vous avez du contenu que vous voulez pour Marvel Champion, n'hésitez pas également. Comme je dis, j'essaierai de faire ça assez régulièrement, du contenu sur Marvel Champion. Un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, c'était l'occasion, comme je disais tout à l'heure. On continue l'analyse du petit Iceman. Donc là, on était toujours dans le carte de héros. Autre carte de héros, c'est un event pour 3, Ice Blast. Donc toujours glace, super pouvoir, héros action. Choisissez un joueur, vous lui attachez vous attachez un morsure de glace au vilain et à chaque minion qui est engagé avec ce joueur. Et vous ensuite vous faites 3 dommages à chaque ennemi qui a une copie de Frostbite attachée. Donc ça peut être très très fort. En gros, ça fait une attaque ça gère la foule. C'est plutôt très bon. Donc dans un scénar, si on prend un scénar de base, dans la boîte de base, donc si on prend l'Ultron, bah, ça peut gérer pas mal les sbires d'Ultron que vous auriez à la figure et qui pourraient popper sur vous régulièrement. Très bon pouvoir pour 3, assez efficace. Alors ça conditionne le fait que vous soyez sur un vilain qui va générer des minions, des sbires sur vous régulièrement, mais dans le cas de figure, c'est quand même une attaque qui est intéressante. Bon, après c'est dans le set de héros de toute façon, donc vous n'avez pas le choix. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Alors j'ai juste un truc que j'ai pas regardé, c'est les ressources. Vous voyez quand même, voilà, il y avait quand même 2 forces. Voilà. Donc. Ensuite, on a un upgrade qui est le Kryokin Perception pour 2, donc c'est un soutien, un upgrade, pardon, héros réponse de héros, pardon, après que vous ayez fait le freeze du héros, donc la capacité du héros, vous pouvez tourner cette carte, exhauster, donc incliner cette carte, pardon, chercher le terme, et vous pouvez piocher une carte. Et si cette carte a le trait glace, vous pouvez redresser Iceman, donc autant dire que c'est un upgrade très très fort et que je vous conseille d'aller chercher très vite à mettre, d'autant plus que vous avez vu, il y a quand même pas mal de combos à faire avec les cartes glace, donc ça peut être très très bon. À tester après, que vous allez me dire, mais à mon sens, ça me paraît plutôt très sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, et à commenter ce que je dis. Hein. Encore une fois, je ne prétends pas avoir la science infuse, je me bats juste pour mon expérience personnelle. Ensuite, on a l'allié arrivera, puisqu'on donc c'est le Snow Clone, le clone de glace. Il n'y a pas de manigance, enfin pas de contre, mais par contre il a 2 d'attaque avec une d'Astérix, glace X-Man forcément, et il a 2 points de vie, et autre défaut de la carte, c'est qu'il ne peut pas avoir d'amélioration d'attaché. Par contre, le clone de glace, de neige, pardon, prend -1 dommage sur les dommages consécutifs, des dommages de retour, s'il attaque un ennemi qui a la morsure de glace. Donc c'est plutôt bien. Ensuite c'est un 2 pour 2, donc c'est toujours intéressant à avoir. Ensuite on continue avec la carte suivante. Hop. Voilà, on a une autre amélioration, toujours dans le set de Iceman, c'est le Ice Slide, donc ce que vous voyez dans les comics, c'est le fait qu'il fasse que son surf avec les glaces et qui déplace très vite. Donc Ice Super Pouvoir, donc quand il a, donc Iceman gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, et gagne le trait aérien, voilà, ce qui est plutôt très très fort, comme vous le savez. Il y a beaucoup de cartes maintenant, on pourrait faire des decks avec le trait aérien, c'est d'ailleurs déjà le cas si vous cherchez un petit peu sur les decks avec
jeux construits que vous pouvez trouver sur le net. Mais voilà, donc déjà c'est plutôt pas mal. Et en réponse forcée, après que vous avez changé en alter ego, vous pouvez remélanger cette carte dans le deck, dans ce qui est plutôt très fort. Ça veut dire que vous avez quand même souvent, vous aurez souvent cette capacité qui va arriver, donc c'est plutôt bon à prendre. Ensuite, on enchaîne avec une autre amélioration, la ceinture de puissance pour 2, item tech, il gagne 3 points de vie. Alors ce qui est fort, c'est que cet item, c'est que bon, ça reste dans le carte de Iceman, mais ça veut dire que donc ça le fait passer plus 3 points de vie, donc à 14. Si vous avez en plus mis dans votre deck les cartes basiques, grises, là vous pouvez gagner encore, je crois que c'est 3 points de vie en plus également. Donc vous voyez, ça peut en faire devenir un monstre en termes de points de vie, donc ça peut être très efficace, très fort, donc je recommande. Et en héros ressources, vous pouvez incliner cette carte pour générer une énergie pour une carte de classe, donc c'est plutôt très bon, très fort et très utile pour le personnage. Hein, je précise, hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez un commentaire à faire là-dessus, vous pouvez le faire sans souci. Alors, ensuite, on va enchaîner. Hop. Alors là, on passe maintenant sur la constitution du deck. Alors, je vais juste vérifier que ça correspond bien à ce qui. Hop. C'est ça. Voilà. Donc là, on passe donc le deck qui va être donc sur un deck agression pour vraiment faire mal à votre adversaire. Donc agression, vous savez, c'est le deck offensif par référence. Voilà, vous êtes là pour faire du dommage, vous donner des coups. Et voilà, et vous laissez les autres gérer la manigance, les sbires s'il faut, le vilain. Là, vous êtes là pour taper comme une brute, on va dire ça, comme ça. Alors, l'allié qui est dedans, donc c'est le Shark Girl. Elle a 2 points de vie, elle coûte 2, elle peut contrer à 0, mais j'en vois pas trop l'intérêt, parce qu'en plus elle se prend un dégât derrière, mais par contre elle peut attaquer à 2 avec 1 dégât, et si quand elle attaque un ennemi, elle gagne plus 1 d'attaque pour chaque amélioration qui est mise sur cet ennemi. Donc c'est combo avec les Frostbite notamment qu'on a pu voir, ou le Frost Solid qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On va continuer de voir les cartes qui constituent. Non, donc c'est des cartes agression, donc qui seront utilisables aussi par d'autres héros. Alors ensuite on a le Suppressing Fire, c'est un upgrade pour 0, donc toujours bon à prendre, qui peut quand même générer en ressources quand vous pouvez l'utiliser pour payer une carte. Donc vous l'attachez à un minion, maximum 1 par minion, ce qui est normal. Et en interruption de héros, quand vous attaquez et éliminez le minion qui est attaché, vous pouvez vous soigner de dommages ce héros, ce qui est plutôt très fort et plutôt très utile pour des héros agression, puisque le but c'est quand même des héros de cette agression, c'est de pouvoir vraiment faire des dommages tout le temps aux ennemis et de vraiment d'être en permanence efficace. Vous le savez si vous avez déjà fait des parties, vous en avez fait plusieurs, il y a forcément des moments dans les parties où il y a un peu de creux, un petit peu de tension, vous vous demandez comment vous allez pouvoir gérer la partie, donc là ça vous permet continuer à attaquer, et puis surtout de peut-être gagner un tour où vous auriez dit, au lieu d'aller en phase d'alter ego pour vous soigner, là ça vous permet de soigner, peut-être d'avoir un tour de plus pour faire les dommages. Donc c'est plutôt pratique et intéressant à mon sens. Et puis en plus c'est une carte qui coûte 0, donc autant ne pas s'en priver. Petit regret, c'est qu'elle n'est pas la marque le point, donc la force, pour vraiment être encore plus combo sur certains personnages. Mais on va pas s'en plaindre, ça reste une bonne carte à mon sens. Ensuite, on a une autre carte tactique, c'est un événement qui coûte 1. On voit que pour l'instant, c'est aussi des coups de cartes qui pour l'instant sont assez faibles quand on regarde les coups. On a commencé avec Shark Girl qui était à 2, et puis ensuite 0, puis là 1, donc on verra la suite, mais pour l'instant, c'est des cartes qui ne coûtent pas très cher pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça fait cette tactique, interruption des héros, quand vous faites une attaque basique? Alors, attaque basique, c'est quand vous utilisez, vous utilisez votre héros, mais vous n'utilisez pas de carte spécifique dessus. Quand vous utilisez votre attaque basique contre un ennemi qui a une amélioration attachée,
vous gagnez plus d'attaques pour plus d'attaques pour cette attaque. Et si en plus vous éliminez cet ennemi, vous pouvez redresser ce héros. Donc là, c'est là aussi très très bon avec comment dirais-je, avec Iceman, avec les Frostbite pour comboter derrière. Et on voit déjà quelques héros. Vous pouvez me dire dans le chat hein, si vous pensez à la même chose, mais il y a plusieurs héros qui pourraient être intéressés par ce type de choses. Je pense par exemple tout récemment dans les héros récents, vous avez Cyclope que vous voyez plutôt en commandement, mais si vous le mettez en agression, c'est une type de carte qui peut être utile puisqu'il va, comme vous le savez, souvent pouvoir mettre des petites upgrades aux ennemis, donc c'est plutôt ça peut être pas mal. Voilà. Je ne pas dire de bêtises, hein, mais encore une fois, dites-moi si je dis des bêtises, il n'y a pas de souci. Ensuite, une autre carte, un événement qui coûte 0, là encore, donc vous voyez là encore vraiment pas de. Plutôt des bas coûts en termes de cartes. Looking for Trouble, donc c'est une hero action, c'est un contre, vous discardez les cartes les cartes du sommet de la pile de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un minion, un sbire, et vous mettez ce minion engagé avec vous, mais par contre vous pouvez retirer 3 manigances de la manigance principale, donc c'est à double tranchant, dans notre cas c'est une carte qui coûte 0, donc ça peut être pratique, ça vous permet de faire pas mal de choses derrière. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire quand vous êtes dans le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, carte suivante, on a là c'est une player side chain, donc c'est une manigance de joueurs que vous pouvez mettre. Alors le principe de ça, c'est que vous mettez cette manigance qui arrive avec deux par joueur, donc là, si vous arrivez à l'enlever, vous avez un bonus. Et là, en l'occurrence, c'est quand vous l'avez défait, lorsque vous l'avez résolu, entre guillemets, cette manigance, chaque joueur, vous voyez, peut chercher dans son jeu et dans sa pile de défausse un événement d'attaque et le rajouter à sa main, et puis bien sûr après vous remélangez. Et en plus, ces attaques, jusqu'à la fin de la phase, chaque événement d'attaque fera un dommage de plus. Donc c'est plutôt très très bon là encore. Alors, hop. On continue à regarder le jeu qui est à l'intérieur. On a Texat. C'est un événement qui coûte 3. Donc là, on est sur un événement qui coûte un peu plus cher que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est un héros action attaque qui fait 7 dommages à un ennemi qui a une amélioration attachée, donc ce qui est bien dans le deck en l'occurrence. Encore une fois avec les Frostbite, hein, je prends cet exemple puisque c'est, on va dire, c'est l'amélioration, l'upgrade iconique qu'il y aura à Icemine lorsque si vous jouez avec cette carte-là. Donc voilà, donc en fait vous faites 7 dommages, hein, 7 pour 3, c'est plutôt pas mal, malgré la condition d'avoir une amélioration. Voilà, c'est bien, puisque dans ce jeu-là, ce sera pas trop compliqué de l'avoir. Voilà, à voir après en termes de jeu, c'est quand même, ça coûte 3, ça nécessite d'avoir utilisé le Frostbite avant, ça se prépare, ça se fait relativement facilement, bon, voilà, à voir. Puis c'est quand même 7 dommages de fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur Bobby. Est-ce que j'ai tout dit? Ah, on n'a pas tout à fait terminé, et je vais vous montrer ensuite les Nemesis. Le Nemesis mignon qui... Non, c'est le sidechain, en fait, c'est le scénario supplémentaire, comment dirais-je, l'élément supplémentaire que vous pouvez rajouter en élément de scénario. Vous avez donc ces saurons qui arrivent avec Iceman, donc pas mal de choses. Voilà, donc la Brotherhood of Mutants, donc la confrérie des mutants, voilà, pour être précis en français. Il manigance à 2, il attaque à 2, il a 6 points de vie. Quand il est révélé, vous cherchez le deck de rencontre pour jusqu'à avoir une carte de drain de vie et vous la révélez. Si c'est en boost, vous soyez 3 dommages contre l'ennemi qui est actif, donc, et vous lui gagnez un compteur tenace. C'est quand même pas rien, c'est tendu. Alors ensuite le life drain, donc drain de vie, comme je disais, vous l'attachez au mignon qui a le plus de points de vie. Il s'active contre vous.
Si par contre aucun minion ne s'était activé, donc attaqué de cette façon, vous gagnez, enfin vous piochez à nouveau. J'ai plus le terme en français, mais vous piochez à nouveau derrière. Et en interruption forcée, quand l'ennemi sur lequel est attachée cette carte vous attaque, vous prenez 2 dommages et le sbire, enfin le mignon qui vous a attaqué, gagne un jeton tenace. Donc ça fait mal, ça veut dire qu'il va falloir taper sévère pour aller s'en sortir. Et enfin, il reste les yeux de Sauron, c'est une traîtrise. Et quand c'est révélé, vous discardez, vous défaussez les deux cartes de votre deck. 3 si Sauron était en jeu, et pour chaque icône de ressources défaussée de cette façon, vous faites les effets suivants. Donc en fonction, ça peut être passer une manigance, discarder une carte, un dommage, ou engager un personnage que vous contrôlez. Donc attention, ça peut être multiple, c'est que si c'est 2 fois à engager un personnage, ben, ça peut être un individuel plus votre héros, donc ça peut surprendre. Et enfin, en manigance annexe, là aussi, vous voyez, il y a un gros truc, c'est la Sauron vie. Hop. Et ça vous dit que quand, pareil, donc là c'est quand vous arrivez, donc ça arrive à 3, et quand vous arrivez à l'enlever, le joueur qui a défait cette manigance va chercher dans le deck de rencontre, ou la discard pile pour Sauron, et vous le mettez face cachée contre lui. Donc en gros ça veut dire que ça veut dire que vous avez, en sachant qu'il y a l'icône Crisis dessus, donc il faudra que vous gériez cette manigance si vous voulez attaquer la manigance principale. Mais surtout, le danger, c'est que ça va faire venir Sauron en jeu. Donc voilà, on a vu que c'était un mignon qui peut créer quelques petits soucis contre vous. Donc voilà, donc vous avez de quoi faire. Est-ce que j'avais ensuite autre chose? Je crois qu'on a fait le tour. Pour ça, c'est tout. Et on va regarder ensuite. Alors, je reviens. Hop. Je reviens ensuite. Top, top. Voilà. Et la Age of Apocalypse, c'est la boîte Age of Apocalypse que vous avez. Donc, ce qu'on sait, on va regarder ce que l'on sait, ce qui nous a été montré, révélé sur le site de Hall of Heroes. Donc, on a, dans un premier temps, vous avez vu, on a Bishop. Hop, tranquillement ensemble. Alors lui, Bishop, donc est un héros iconique des comics, si vous le savez. Donc il arrive lui avec 12 points de vie, une main de 6 et 4 de recovery. Mutant temporel, donc vous voyez. C'est sympa. Encore un nouveau terme que l'on voit en jeu. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? En réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, vous pouvez ajouter une carte temporelle de votre pile de défausse dans votre main. Il faudra voir après de quoi ça consiste. Alors Bishop ensuite en version héros, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, et au temporel X-Men, et il a une énergie d'absorption, comme dans les comics, comme vous savez, et après que Bishop ait pris les dommages d'une attaque, vous pouvez défausser un nombre de cartes équivalent donc au dommage qu'il a subi du haut de votre deck, et vous pouvez ajouter toutes les ressources qui ont été défaussées de cette façon à votre main. Donc c'est plutôt très très fort, mais attention, ça vous fait piocher comme un point, comme on dit, si j'ai bien compris l'effet de la carte. Mais du coup, vous allez générer très vite des accumulations, des accélérations de jeu, donc à vous de voir. Vont avoir les cartes, mais effectivement, ça peut être très très fort. Encore une fois, à vous de voir. Ensuite, on a ressources Store Energy. Donc là, on est toujours dans le deck des 15 cartes de héros, Store Energy, temporel. Là, vous voyez, il y a 2 ressources. Donc là,
ça se confirme par rapport au pouvoir, donc on a vu d'énergie d'absorption, puisque là du coup, si c'est une carte de ressources, voilà, donc les ressources, donc effectivement, alors je suis content pour moi, vous les reprenez, donc voilà, ça va permettre, il va pouvoir faire pas mal de combos avec ça, à condition néanmoins que vous ayez une bonne main pour pouvoir utiliser comme il se doit les ressources du héros. Donc voilà, donc là je commence à voir l'intérêt du personnage, mais ça nécessite quand même que vous ayez une main derrière, parce que vous allez pouvoir défausser des cartes et prendre des cartes ressources, mais ça veut dire qu'il faut que en main vous ayez des cartes avec un coût suffisamment intéressant pour pouvoir valider la capacité du héros. Donc voilà, mais bon, on va regarder les cartes, je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs. Ensuite, on a l'allié de Bishop, c'est Malcolm. Il coûte 3 points de vie, donc pareil, c'est un temporel X-Men. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, et en action, vous pouvez défausser une carte ressource de sa main, vous pouvez redresser Malcolm. Si la carte avait une pression de points, donc vous pouvez le soigner d'un dommage, et un 1 par phase. Bon, ouais, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que vous allez vouloir défausser des ressources plutôt que l'utiliser avec Bishop? C'est à vous de voir. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, même qui viennent regarder sans forcément, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à suivre la chaîne, puisque Marvel Champion va revenir assez régulièrement maintenant dessus, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à follow comme on dit. Vous pouvez également vous abonner, puis si vous avez du contenu particulier que vous souhaiteriez sur Marvel Champion, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera de préparer ça tranquillement ensemble. Alors là bien sûr on le fait dans la bonne humeur, je prétends pas, comme je dis, avoir la science infuse, je vous donne juste mon expérience de jeu et mon rendu par rapport à ça, par rapport à ce qu'on le voit ensemble. Ensuite, on a un autre allié pour 3, Randall, temporel X-Men. Il a 2 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, et en action, vous pouvez défausser une carte de ressources de votre main pour redresser Randall. Et si cette carte a un printemps de énergie, vous le soignez de 1, donc pour 3. C'est pareil, 3-3, les deux, on a vu le même coup, donc il faudra voir l'intérêt en jeu et comment ça se goupille. Alors effectivement, si j'ai bien vu, on va regarder ce qu'il y a après, mais il faudra voir le nombre de ressources. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous ayez vraiment un deck qui soit un petit peu, peut-être un peu monté un peu différemment des autres, pour optimiser l'utilisation des ressources et des contres de Bishop. Voilà, mais parce que sinon vous allez défausser des cartes à tir larigot. Alors oui, ça va vous permettre de ne pas prendre de dommages, ou moins en tout cas, mais ça va être compliqué à gérer en termes de jeu. Ensuite, donc on avait l'amélioration pour 2, Temporal Weapon, donc le fusil de Bishop, restreint. Donc on rappelle que restreint, si j'ai bonne mémoire, c'est on peut en avoir que 2 dans le deck, si je dis pas de bêtises. C'est une attaque héros, vous pouvez vous engager le fusil, vous choisissez un ennemi, vous faites un dommage à cet ennemi pour chaque carte de ressources que vous avez dans votre main, et cette attaque gagne à distance. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de... Comment ça s'appelle, c'est de faire des dommages en retour pour les attaques. Alors j'ai plus le terme pareil en jeu, mais c'est un nom. Mais voilà, là encore, c'est encore très très dépendant des cartes ressources que vous avez dans la main. Donc je pense que la constitution du jeu de Bishop va vraiment savoir combien de cartes ressources vous voulez mettre dedans, combien de cartes tacta, des cartes chères, peu chères, enfin voilà, il va vraiment falloir jouer là-dessus. Donc je pense qu'il y en a certains qui vont s'arracher les cheveux de la tête pour faire un deck qui tourne correctement. Même si je pense que le deck qui sera mis dans la boîte sera fonctionnel, mais pas forcément optimum, comme on dit vulgairement. On enchaîne avec ensuite l'uniforme de Bishop pour 2, objet temporel, en réponse, après que vous avez résolu l'effet d'énergie absorption de Bishop, donc la capacité de héros, vous pouvez engager l'uniforme de Bishop et vous le soignez un dommage sur Bishop pour chaque carte de ressources dans votre main. Donc là, encore une fois, il y a énormément on le voit sur toutes les cartes qu'on a vues jusqu'à présent, qui sont dépendants du nombre de cartes de ressources que vous avez dans la main. Donc il faudra vraiment voir si vous allez pouvoir gérer tout ça. Alors si vous en mettez beaucoup, je dirais que vous pourrez avoir 1, voire 2, voire peut-être 3 ressources maximum dans la main.
puisqu'on a vu le nombre de cartes qu'il peut y avoir et qui existent, voilà, sans trop impacter après la finalité du deck, puisque si vous mettez trop de ressources, ben, c'est bien d'avoir des ressources, mais si vous pouvez pas payer des cartes pour utiliser ces ressources-là, ça va pas servir à grand chose. Alors vous allez me dire, c'est tout l'intérêt de mettre ses alliés, qui ont des effets, etc., de défauts, etc. À voir. Est-ce que ça va pas à terme être un petit peu gênant si vous tombez sur un vilain qui va avoir plutôt tendance à vous virer ce que vous avez sur la table? À voir. Je suis là pour le coup, je suis mitigé, même si je pense que ça peut être très fort, mais je suis quand même relativement mitigé. Ensuite, on a une amélioration pour 0, superchargé. Donc en action, vous défaussez une carte de ressources de votre main. Donc là encore, vous voyez, défausser une carte de ressources. Vous placez un compteur charge pour chaque ressource d'icône sur cette carte. Et en action d'interruption, pardon, quand vous faites une action d'attaque basique, vous pouvez défausser cette carte et vous gagnez plus d'attaque pour chaque charge compteur que vous avez dessus jusqu'à un maximum de +8. Donc ça, c'est très fort. On va dire que c'est un peu l'équivalent du Captain Marvel, hein, si vous avez dans la boîte de base, qui fait un peu ça, sauf que là, vous êtes limité à 8. Ça nécessite aussi d'avoir... Voilà, mais voilà, l'avantage, c'est que ça coûte 0. Vous pouvez la reprendre après facilement, enfin, aller la rechercher relativement facilement, et puis si votre deck tourne assez vite, vous pouvez le récupérer là aussi assez vite. Ensuite, on a en événement pour 3, le Concussive Blast. Attaque super pouvoir. En action 2 héros, vous faites en attaque, vous faites 6 dommages à un ennemi. Et si vous payez cet événement avec une carte de ressources, là encore, vous pouvez redresser Bishop. Donc ça, c'est très très fort. Parce que vous faites 6 dommages, et puis parce que aussi vous redressez Bishop derrière, donc ça vous permet d'enclencher autre chose derrière, en fonction de la situation et de la partie. Donc voilà, donc très belle carte là aussi. Ensuite, on passe sur ce qui accompagne le deck. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le deck commandement. Donc leadership commandement, c'est un allié donc X23. Là, ça tombe bien, on l'a eu il n'y a pas si longtemps en nouveauté X-Men. Donc, alors, c'est un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque. Et en réponse, après que X23 attaque et défait un ennemi, on peut la redresser. C'est un peu berserk, donc ça peut être pas mal. Attention toutefois, elle a que 3 points de vie, donc si vous avez sur un sbire un peu dangereux. Voilà, mais bon, 3 pour 3, c'est intéressant avec sa capacité de redresser si elle défait, si elle tue un ennemi, puis c'est quand même 3 attaques, donc 3 d'attaque, donc c'est quand même bien. Ça peut changer la donne sur pas mal de parties, donc un bon petit allié. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter ce que je dis. Hein. Voilà. Ensuite, on continue. On a une amélioration pour 1 sidekick. Donc sidekick, c'est le terme, hein, vous savez, pour dire que c'est le sbire, enfin l'accompagnateur, enfin le faire valoir des héros. Hein. Donc là, c'est le titre. Donc c'est vous l'attachez à l'identité d'un allié que vous contrôlez une fois un par deck. Et l'allié attaché gagne plus de points de vie et est considéré comme votre sidekick, justement ce que je disais, le faire valoir du héros. Et après que vous faites une attaque basique, vous pouvez soigner 2 dommages à cette attaque, à cet allié pardon, sur lequel vous avez attaché le tueur. Je suis pas forcément très clair dans ce que je vous ai dit, mais concrètement, voilà, c'est un allié qui va être boosté et qui va être un peu plus puissant que les autres grâce à cela. Ensuite, on enchaîne. Cable, hein, forcément, une icône des X-Men. Là, il est X-Force justement. Donc là, il est plutôt X-Force, effectivement, à la base. Psionic X-Force, donc il coûte 4, 3 points de vie, 2 de contre, 3 d'attaque, mais il se prend 2 d'attaque derrière. Et en réponse, après que Cable contre et défait une manigance annexe, vous piochez une carte. Donc ça, c'est très très fort. Si vous l'utilisez intelligemment, ça peut être un bon petit moteur de pioche dans votre deck. Donc, bonne carte. Maintenant, le petit défaut, c'est qu'il coûte 4. Donc il faut arriver à le sortir et ensuite à le maintenir en jeu. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste encore des choses? Oui. Là, en carte basique, vous avez Maro. Donc c'est un allié qui coûte 2 points de vie, c'est X-Force. 1 de manigance, 2 d'attaque. Et si vous avez le trait X-Force ou... enfin, vous pouvez jouer que si vous avez le trait X-Force ou X-Men pour être complet.
Et en réponse, après que quand Maro entre en jeu, vous infligez 2 dommages à un ennemi. C'est très très fort parce que pour un allié pour 2 qui arrive en jeu, vous faites 2 dommages, même si vous le tuez. Comme vous savez en commandement, vous avez quand même pas mal de cartes qui permettent d'aller reprendre des alliés pour les rejouer. Ça peut être une petite combo sympathique à faire avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a moyen de faire des choses sympathiques tout plein avec cet allié. Ensuite, on a une amélioration, on a la suite avancée, une armure objet. Vous pouvez l'attacher à un personnage X-Force ou à un X-Men, un par allié. Après que l'allié sur lequel elle été attaché défait un minion ou une manigance annexe, vous pouvez enlever une carte de votre main pour soigner un dommage à l'allié pour chaque ressource qui est sur cette carte. Donc c'est pas mal. Très conditionnel, encore une fois. C'est bien, c'est une carte qui coûte 0. Vous pouvez poser sur le. Vous pouvez le poser sur votre zone de jeu. Voilà, en une seule fois, ça suffit largement. Est-ce que vous allez vraiment utiliser? C'est utile si vous ou vos camarades utilisez bien sûr des alliés. Ensuite, vous avez Side by Side, c'est un event qui coûte 2 héros action. Vous pouvez redresser votre sidekick. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, si vous lui avez donné le terme sidekick. Et vous pouvez redresser votre héros et vous pouvez choisir soit de soigner un dommage à chacun des personnages, ou soit les 2 personnages gagnent plus 1 de contre et plus 1 d'attaque à la fin de la phase. Donc, qui est plutôt pas mal. Bon, ça nécessite d'avoir posé avant le sidekick, ou en tout cas de l'avoir mis en place. Voilà, après c'est peut-être pour ça qu'il coûte pas très cher, puisque c'est cette condition avant. Voilà, c'est plutôt bien maintenant. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres cartes commandement qui sont beaucoup plus intéressantes que cela, mais bon, ce n'est bien sûr que mon point de vue. Ensuite, on a vu Bishop, on a vu. Hop, alors est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on va passer ensuite à Magic, qui est le deuxième personnage que vous avez dans Age of Apocalypse. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a encore des héros à jouer, à découvrir et à s'éclater. Donc, alors, Illyana Rasputin, donc c'est, pour la petite histoire, vous savez que c'est la sœur comment il s'appelle? Là, j'ai plus le terme. Voilà, celui qui est tout en fer. Colossus, voilà, cherchez le nom, Colossus. Voilà, donc c'est un mutant mystique. Donc en interruption, quand vous la changerez en héros, donc vous la mettez là-dessus, vous pouvez choisir un sort qui est dans votre discard, donc en défausse, et vous pouvez la mettre au-dessus de votre deck. Et bien sûr, limité à un par phase. Attention, c'est un héros qui a une recovery de 3. Parce que et elle a que 10 points de vie, donc c'est là où il faudra faire vraiment attention avec ce personnage. Voilà. Après, ça va certainement être un personnage assez puissant, et on va voir ça tout de suite. En version héros, eh bien, elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, un Mystic X-Men. Vous jouez avec la carte du dessus de votre deck révélé, et une fois par phase, vous pouvez jouer la carte qui est au-dessus, donc celle qui est révélée de votre deck, comme si elle était en jeu, en réduisant le coût en ressources de 1, donc ce qui est plutôt très très fort, là encore. Et elle a bien sûr 5 cartes pour jouer. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, on va attaquer les cartes du deck. Alors, hop, je reviens dessus. Carte du deck, donc c'est un soutien pour un limbo, dimension en réponse. Après que la phase du vilain commence, vous pouvez engager limbo et vous pouvez échanger une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Et sinon, en action, vous pouvez engager limbo et vous pouvez échanger une carte de votre... D'accord, ok. En fait, c'est soit vous le faites en réponse au moment de la phase du vilain, soit vous le faites en réponse à votre action à vous pour échanger une carte de votre main avec celle qui est au-dessus du paquet, donc à vous de voir. C'est voilà, c'est la situation qui vous dictera l'utilisation de la carte en fait. Enfin, vous avez une amélioration pour 2 qui est la couronne de Magic. Donc c'est Magic and Steady, donc c'est le fait d'avoir, si j'ai bonne mémoire, de prendre 2 effets avant de se prendre le truc.
Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, il faut deux fois un élément, style par exemple, si vous voulez mettre, j'ai plus le terme, ça reviendra, bon c'est pas grave. Donc en gros, ça la renforce. Et quand la carte du haut de votre deck a les icônes qui sont marquées, Magic gagne +1 en contre, donc c'est plutôt très très bon là aussi. On continue avec ensuite l'armure mystique pour 1, c'est une armure. Donc Magic gagne Retaliate 1, donc c'est là quand on l'attaque, elle fait un dommage en retour. C'est là où les cartes justement des attaques qu'on a vu totalement attaque à distance, range, fait que justement on ne prend pas cet effet de rétaliation, enfin de retour, de riposte. Voilà, le charge alterne en français c'est riposte sur la figure. Et quand le sommet de la carte de votre deck est les icônes, vous gagnez +1 de défense. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, avec Magic, vous avez tout intérêt à chercher très vite ces améliorations-là pour lui permettre de se défendre correctement et de jouer correctement, puisque les deux sont plutôt efficaces et intéressants. On enchaîne, alors je vais juste regarder si tout est bon, voilà. Alors, on est reparti. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, à me dire que vous êtes là. Voilà, si vous avez des questions, des choses à demander, n'hésitez pas. Cette émission est faite pour vous. Donc là, je me sers de l'actualité pour le faire, mais il y aura des émissions avec des thèmes bien spécifiques. Et puis, comme je disais, après avoir vu un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette boîte, on fera vite fait un petit conseil d'achat si vous démarrez sur le jeu. Voilà, puisque encore une fois, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de contenu Marvel Champion, donc il était temps de se remettre un peu dedans. Voilà, pour être totalement transparent. Alors ensuite, une amélioration pour une arme Soul Sword, donc en restreint. Donc on rappelle, restreint, c'est vous pouvez avoir que 2 dans le deck de restreint. Donc l'attaque basique, les attaques basiques de Magic gagnent percent. Et quand il y a le deck la carte du dessus deck de Magic qui est donc bien sûr révélée à ces icônes là, donc les icônes que vous avez le point et l'énergie, Magic gagne +1 d'attaque. Donc encore une fois, c'est des cartes que vous allez vouloir aller chercher le plus vite possible pour que Magic soit efficace en partie, en tout cas plus efficace en partie. On continue avec Stepping Dix pour 1, c'est un événement, super pouvoir, action de héros, vous pouvez redresser votre héros, vous choisissez une carte de Magic, donc dans la carte de discard, qui ne s'appelle pas Stepping Dix, donc voilà, ouais, et vous pouvez le mettre au-dessus de votre deck, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez besoin d'aller chercher un événement ou une capacité spéciale, une amélioration par exemple que le vilain vous aurait enlevé, et eh bien ça vous permet d'aller le reprendre, de le remettre, et puis pourquoi pas de le rejouer derrière dans la foulée. Voilà, puisque on le rappelle, par exemple, une amélioration qu'on a vue tout à l'heure, juste avant, qui coûtait 1, et bien comme ça coûte 1 de ressources en moins grâce à la capacité de Magic, et bien en gros vous allez le rechercher, vous le rejouez derrière dans la foulée. Donc c'est plutôt très très bon là encore. On continue. On a ensuite Scrying, c'est un événement qui coûte 0, donc c'est un sort. En action, vous regardez les 3 premières cartes de votre deck, vous en piochez une, vous en défaussez une, et vous posez l'autre au-dessus de votre deck, donc c'est plutôt très très bien. Ça me rappelle un sort de Magic, non Magic the Gathering, pour ceux qui connaissent. Voilà, on continue. Ensuite, on a l'allié Colossus, ce qui est logique, hein, c'est le frangin. 3, il a 3 points de vie, 2 de contre, 2 de défense. Tenace, et en interruption, quand un ennemi vous attaque, vous pouvez jouer Colossus de votre main en payant donc son coût, et vous pouvez le déclarer tout de suite en défenseur sans l'engager. Il est plutôt très fort, mais ça veut dire que à votre tour vous avez gardé 3 de ressources pour pouvoir le jouer, donc à vous de voir. Mais ça peut faire des belles surprises, et en tout cas ça peut contrer pas mal le vilain. Enfin contrer, se protéger des actions du vilain, on va dire ça comme ça, pour être plus précis. Ensuite, donc dans le deck de Magic, ce sera un deck agression, et donc en allié, on a Gold Balls, donc qui coûte 3, qui a 1 de contre, 1 d'attaque. C'est un X-Men, donc 3 points de vie, et en interruption, quand Gold Balls attaque, vous défaussez les 3 cartes du sommet de votre deck, et Gold Ball gagne plus X attaque, quand X est le nombre de cartes
discarder par cette façon. Donc ça peut aller jusqu'à 3 cartes, donc ça peut gagner jusqu'à +3, donc ça peut faire une attaque à 4. Donc voilà, est-ce que vous allez vraiment vouloir aller un peu plus vite? À mon sens, je pense qu'il y a quand même de meilleurs alliés que ça en agression pour, pour le justifier de le jouer, mais après ce n'est bien sûr que mon avis. Alors on continue ensuite, on a une amélioration, le rage de sang pour un seul par personne, c'est une condition, donc un seul par joueur, pardon. En réponse, après que vous avez éliminé un ennemi avec une attaque basique, vous pouvez l'engager et prendre un dommage pour piocher une carte. Donc c'est une carte que, si j'ai bonne mémoire, vous aviez aussi dans Wolverine. Ok, on enchaîne. On a ensuite en allié, on a Tempus pour 2, 1 de manigan, 1 de contre et 1 d'attaque, X-Men. Vous pouvez jouer uniquement si vous avez le trait X-Men. Et en interruption, quand un vilain voudrait manigancer, vous pouvez défausser Tempus, vous annulez cette activation, et par contre vous mettez une carte de rencontre, ce qui peut être pas mal, hein, parce que si le vilain gagner suffisamment de manigance, ou était dangereux, ou vous mettez en position limite, ou pour l'empêcher tout simplement de vraiment vous embêter, eh bien vous pouvez annuler tout ça, prendre une carte en compte. Alors à vous de voir sur certains vilains, est-ce que ça vaut pas mieux de se prendre en compte que de faire laisser avancer en manigance le vilain? C'est à vous de voir, c'est à vous de voir votre composition, quel vilain et dans quelle situation bien sûr vous êtes. On continue. On a ensuite full body charge, donc comme son nom l'indique, hein, c'est voilà. Vous chargez tête baissée, on va dire, dans la mêlée. Alors c'est une attaque qui coûte 4, donc relativement cher. Action de un héros, attaque, vous faites 8 dommages à un ennemi. Et si les points de vie de votre héros sont moins de la moitié que ses points de vie de départ, cette attaque gagne Overpower, c'est overkill, c'est-à-dire le fait de pouvoir, les dommages en plus sur la cible peuvent aller au vilain. Voilà. Donc c'est plutôt très sympa là aussi. On continue, on a une amélioration. Tester la défense, c'est une compétence, 1 par joueur, et en réponse, après que vous jouez un événement d'attaque, vous pouvez mettre un compteur de test sur cette carte, et quand il y en a 5, vous pouvez défausser cette carte pour faire 5 dommages à un ennemi. Ça c'est plutôt très très bon et très utile, et puis en plus ça coûte que 1. Ne pas s'en priver. Petit inconvénient de la carte, dire que souvent les rouges jouent là-dessus, et ce n'est pas un point en termes de ressources. Mais est-ce que c'est vraiment gênant quand on sait que pour 1 et qu'à terme vous allez pouvoir mettre 5 dommages? Je pense que ça les vaut, mais ça ne regarde que moi bien sûr. Ensuite, une amélioration pour 0 qui est une carte basique, c'est la gemme de sang. Vous pouvez jouer uniquement si votre identité a le trait mystique. On commence à y en avoir 4-5 hein, sur la Marvel Champion. Et donc en ressources, vous pouvez l'engager pour prendre 2 dommages pour générer une ressource. Ça peut être très bien si vous avez des soigneurs ou des moyens de récupérer des points de vie. Et puis de toute façon pour 0, ça peut être sympathique. Et puis ça peut sauver la vie d'avoir une ressource en plus. Donc je sais pas ce que vous en pensez hein, dans le chat, mais bon, en tout cas, il y a moyen de faire des trucs sympathiques là encore. Hop, ensuite on a un sort basique, un événement pour 2. Vous pouvez jouer uniquement si vous avez le trait mystique, ce qui est logique. Action de héros, vous pouvez jouer vous pouvez faire soit soigner 3 dommages à une identité, soit enlever 3 manigances à une manigance, ou soit faire 3 dommages à un ennemi, donc ce qui est plutôt bien. Et ce que je vous conseille hein, sur peut-être pas Doctor Strange, mais en tout cas sur Mystique, peut-être qu'on l'a, c'est sur Mystique sur ça y est, j'ai plus le nom, c'est pas grave, ça va revenir. Donc sur le personnage qu'on vient de voir, ça sera plutôt Magic, ça sera plutôt très intéressant à obtenir et à avoir. Voilà, sur Illyana Rasputin, donc en l'occurrence Magic, comme je vous ai montré. Alors, est-ce qu'il y avait ensuite autre chose? Voilà, ensuite on a les vilains. Parce que je vous montre les vilains, je vais pas vous truc. Après il y a les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Voilà, je vais pas vous spoiler trop. Voilà, après vous avez là, ici on va quand même vous montrer juste le vilain. Je vais juste vous montrer la carte basique du vilain.
voilà, qui est là. Parce que je veux pas trop vous découvrir, je veux pas vous spoiler, comme on dit, je vais pas faire ce que j'aimerais pas qu'on fasse, voilà, concrètement. Donc, alors le vilain, vous voyez, en phase 1, en tout cas, enfin en danger 1, on va dire. 1 de contre 2 attaques, il a donc, vous voyez, il a tenace. Si le montant de les manigances sur le gene pool est allé à moins de 3, Unus gagne retour 1, ensuite c'est Salvart, et ensuite gagne un plus un icône, ok. Donc voilà, à 9. Donc ça veut dire que ça fait, c'est quand même pas rien. Et il démarre avec 12 points de vie par héros, donc voilà, c'est la phase la plus facile. Alors, est-ce qu'il y a ensuite deuxième héros? Alors, est-ce que je vous montre quand même un des 4? Allez, je vous en montre un, je vous montre celui qui correspond à Angel, c'est-à-dire Def, voilà, qui est ici. Voilà. Donc il a 1 de contre 2 attaques, aérien, Horseman, partie des 4, et en réponse forcée, après que mort vous attaque, s'il a au moins un point de vie, il fait un dommage à chaque personnage que vous contrôlez. Voilà. Et donc voilà, comme ils disent, voilà la condition, donc on le voit. Une des conditions de victoire pour les défaire ces vilains, c'est ne peut pas être défait tant qu'il reste au moins un point de vie à un autre vilain. Donc, à bien taper de manière très synchro pour l'avoir. Voilà, ensuite Apocalypse, je vous montre la version 1 d'Apocalypse, comme ça on aura fait un peu le tour des vilains qu'il y aura dans la boîte. Et là, vous avez, hop, je reviens dessus, voilà, donc en version 1, il a 8 points de vie par héros, 1 de manigance, 2 d'attaque, il a tenace, et en interruption forcée, quand la manigance principale est complète, vous pouvez enlever toutes les menaces, toutes les manigances dessus, et vous pouvez le retourner et le passer en Apocalypse 2. D'accord, donc même si vous pensez avoir le 1, bah non, il va aller se mettre en 2 directement, il va être plus chaud. Et vous pouvez remettre, et puis bien sûr vous enlevez toutes les manigances du premier. Et alors, pour la petite histoire, est-ce que ça fait la même chose avec le 3? Eh bah oui, sur le 3 ça fait ça, donc en gros il s'améliore, en permanence. Et ça promet des beaux fights, ça promet des bons combats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Les cartes de campagne, mission, ça vous verrez, vous découvrirez. Mais vous voyez, il y a vraiment des trucs sympas. Et puis, enfin, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Standard 3. Hop, voilà. Et on vous montre après un peu comment va se passer les parties. Ça, vous l'avez d'ailleurs sur le site de FFG, hein, il vous le dit un petit peu tout ça, comment se passent les missions. Donc des missions, c'est des cartes en fait, où en fait vos héros vont rien pouvoir faire entre guillemets directement, mais si vous avez des alliés, vous allez pouvoir les envoyer pour faire les missions pour le faire. Voilà, et ben, j'en ai terminé avec ça. Donc n'hésitez pas. Alors j'espère que ça vous a plu, hein. On a vu Iceman, un petit peu ce qu'il va y avoir, hein. Après, bien sûr, tout ça mérite ensuite d'être testé, approfondi au niveau de la toxicité, au niveau de... voilà, après, il faut savoir s'il sera pas plus intéressant avec une autre affinité, hein, puisque, voilà, donc vous avez vu Asmine en version agression, ensuite on a vu Bishop en version commandement, qui était donc qui sera dans la boîte Edge of Apocalypse en compagnie de Magic, donc la sœur de Colossus, qui elle était en agression et qui était en mystique. Voilà. Donc ça, vous avez vu ces trois-là. On a montré un petit peu vite fait les phases 1 des différents vilains de la boîte, enfin en tout cas tout ce qu'on a eu en spoil. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il y a encore des mécaniques qui vont arriver. Il y a des manigances de joueurs, il y a les manigances, voilà, les missions qui vont arriver. Donc c'est bien, ça me rappelle aussi sur Dice Throne les missions X-Men, mais bon, ça c'est autre chose. Bon. Donc voilà, donc ça c'était les news, en fait, les dernières sorties, ce qui va nous arriver bientôt. Alors je sais pas dans quel délai c'est annoncé, mais je pense que on va dire d'ici un trimestre ou deux, on devrait les avoir. Alors j'ai pas le délai, hein,
Là, honnêtement, je suis pas allé voir dans quelle date ça allait être annoncé, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite non plus. Enfin, il me semble pas. Mais bon, en tout cas, ça présage de pas mal. Alors, moi, le petit défaut que je dirais par rapport à Marvel Champion, c'est que c'est bien de pouvoir ajouter des cartes, des conditions, etc. Ça renouvelle le jeu, ça c'est sûr. Maintenant, on voit clairement quand même qu'il y a une progression de la difficulté dans le jeu, et tant mieux. Vous allez me dire, pour jouer à Marvel Champion, maintenant, pour des nouveaux joueurs, est-ce que ça va pas décourager un peu les nouveaux joueurs d'avoir toutes ces cartes, ces nouveaux consignations, ces difficultés supplémentaires à jouer? Moi j'ai envie de vous dire que non, oui et non, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui voudrait se mettre sur Marvel Champion, bah clairement il faut qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui ait déjà le jeu et qui puisse lui préparer, lui pré-marcher les premières parties pour qu'il vraiment se rende compte de l'intérêt. Alors l'intérêt il le verra tout de suite, mais pour que le jeu lui plaise et qu'il soit pas démoralisé par toutes les extensions, tous les paquets de héros, toutes les boîtes qui sont déjà sorties, puisqu'il commence à y en avoir quand même un paquet, en sachant que le jeu bah, il continue, il marche tout seul maintenant, hein. Il n'y a pas de secret non plus là-dessus. Vous le savez, vous le voyez dans les boutiques, il y en a à peu près toujours, et puis des fois quand il est sorti, ben, il y a quelques héros sur lesquels on peut avoir quelques difficultés pour les récupérer. Donc ce qui fait me dire que bah, voilà, si vous voulez donner conseil, je vais vous donner des conseils où vous pouvez, en tout cas à mon avis, si c'est vrai qu'un de vous qui voudrait se mettre à Marvel Champion, eh bien pour commencer, bah, déjà bien sûr prendre la boîte de base, ça c'est la claire et nette, parce que mine de rien, les vilains qu'il y a dedans et les héros qui sont dedans sont quand même bien, ils sont pas mal pour découvrir le jeu, et puis même les vilains qu'il y a dans la boîte de base, ils sont très bien, et puis je pense que je suis pas le premier à vous le dire, mais souvent, même les trois quarts du temps, lorsque je veux tester un nouveau héros, et bien souvent, je sors le Rhino, hop, je teste le héros, et puis je vois comment il tourne avec le deck de base du héros, et ça se donne, ça donne un petit avis sur le personnage, et ça permet de se rendre compte, est-ce qu'il est bien, pas bien, est-ce qu'il faut changer des choses, est-ce qu'on va découvrir peut-être des petites combos là-dessus, donc voilà, donc boîte de base, ça, je dirais envie de vous dire, c'est quasi obligatoire. Ensuite, là pour le coup, après, c'est plus le goût et les couleurs. Voilà. C'est, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, plutôt de prendre un paquet de héros qui plaît à la personne, un ou deux, et puis en fonction de ça, restez peut-être sur la même période. Concrètement, s'il se prend un héros du Spider-Verse, là des web warriors, il faut plutôt prendre dans ces sorties-là. Voilà, et quitte à prendre après la boîte correspondante à cette période-là, avant d'attaquer sur d'autres périodes. Rester un peu sur les mêmes thématiques, et puis il s'éclatera la personne, ou les personnes s'éclateront plus à essayer de éventuellement d'avoir des cartes qui combattent plus avec les héros qui correspondent à la période. Concrètement, il va prendre un personnage, moi je sais pas, un X-Men, s'il va prendre un personnage Avengers, et ben il y aura forcément des cartes qui vont pas forcément être utilisables dans l'un ou l'autre des paquets. Donc alors oui, ça donne de la variété, mais d'un autre côté, ça bloque un petit peu le côté construction de jeu qu'il pourrait y avoir, de deck building qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, donc le conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez donner des conseils à des gens qui voudraient se mettre à Marvel Champion, c'est la boîte de base. Et ensuite, 2-3 héros, un ou deux héros d'une sortie, enfin d'une période d'extension précise, avec les mêmes attributs, contrairement à Avengers, Web Warrior, ce qu'il y avait d'autre après. J'ai plus le terme, mais il y en a plusieurs. Salut Renault. Donc, prendre des personnages de cette période-là, et puis quitte à prendre la boîte correspondante à la période de personnage correspondant, et puis ensuite il prend ce qu'il veut. Mais voilà, en termes de construction de jeu, rester sur la même zone de héros, c'est quand même plus sympathique. Bon, Renaud, t'arrives un petit peu à la fin, hein, parce que là je termine. Donc j'ai fait la review de Iceman, en tout cas la VO, qui était disponible, donc les prochaines sorties, et on a pu voir aussi dans Age of Apocalypse les héros qu'il y avait dedans, et j'ai montré très rapidement, mais sans rentrer dans le détail, parce que je veux pas dévoiler non plus les mécaniques des vilains qu'il y aura dans cette boîte, donc dans Age of Apocalypse. Voilà, parce que j'aime bien moi aussi personnellement découvrir un petit peu les vilains et voir leur mécanique, le découvrir en partie directement. Donc voilà, je ne fais pas ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc voilà, mais en tout cas il y a de quoi faire, hein. Clairement, Apocalypse qui... Alors, je l'ai dit, je l'ai montré vite fait tout à l'heure, mais Apocalypse qui, lui, d'office,
que ce soit la 1 ou la 2, qui lui d'office en capacité va pouvoir se transformer en 2 ou en 3, alors que tu es censé avoir la version 1 ou la version 2, ça fait peur. Si ça arrive, aïe aïe aïe, hein, ça peut faire très mal. Voilà, ça c'est le petit teaser Apocalypse, voilà. Mais si tu veux, tu pourras voir le replay, ou vous pourrez voir le replay après, ou le replay soit sur Twitch, soit sur YouTube quand je le mettrai après dans 2-3 jours. Vous pourrez revoir tout ça. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, donc Iceman, on en a parlé, Age of Apocalypse, on en a parlé. On a vu les deux, donc le héros Iceman, je l'ai dit. On a vu Bishop et Magic, qui sont les deux héros qui seront dans la boîte. Voilà, on a vu un petit peu les méchants, on a vu les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Alors j'en ai montré qu'un, j'en ai montré que Mort, donc celui qui correspond à Angel dans les comics, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc il y a du lourd, il y a du très très lourd. Et puis on a vu aussi comment se gérer un petit peu les missions, puisque là vous l'avez sur le site de FFG directement, si j'ai bonne mémoire, pour qui vous explique comment vont se gérer ces parties missions que vous aurez dans Edge of Apocalypse. Salut Ftegel, oui on parle Marvel Champion, alors tu arrives un petit peu sur la fin, mais si tu as des questions n'hésite pas, puisque j'ai montré ce qu'il y allait avoir dans le paquet de Iceman, mais si tu as des questions je peux revenir dessus vite fait si tu veux, hein. Iceman voilà, qui va gérer avec ses morsures de glace, qui va embêter tout le monde et qui va jouer sur le fait de mettre ses morsures de glace et de faire des dommages ou des effets supplémentaires sur les personnages qui auraient la morsure de glace dessus. Voilà, donc j'ai montré Iceman. Ensuite, on a parlé de la boîte Edge of Apocalypse qui va arriver avec les deux héros qui sont dedans, à savoir Bishop en deck commandement et Magic en deck agression. Comme d'ailleurs Iceman qui est en agression également, qui arrive. Et on a parlé un petit peu ensuite des vilains qu'il allait avoir dans la boîte. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que comme on dit, je veux pas spoiler. J'aime bien moi le découvrir un petit peu. Donc je ne fais pas ce que je ne veux pas que les autres me fassent. Donc voilà, c'est pour ça que je le dis. J'ai montré un tout petit peu, mais j'ai pas tout dévoilé parce que il faut aussi découvrir pour avoir la surprise. Et puis si on sait tout de suite qu'il y a dans le vilain, c'est pas intéressant. Et puis on n'a pas ce côté challenge, un petit peu découvrir un petit peu quelle mécanique on va se prendre sur la figure. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas jusqu'au bout sur cette partie-là. Voilà, donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, je prends ce principe-là en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, après il y aura certainement d'autres personnes qui feront les reviews, tout ça, libre à vous d'aller les voir. En ce qui me concerne, je prends ce principe-là de ne pas faire ce que je veux pas qu'on fasse. Et puis encore une fois, parce que je trouve ça plus logique que vous découvriez les mécaniques des vilains. Donc je vous ai montré juste les phases 1 des vilains. Alors je suis allé un tout petit peu plus loin pour être totalement franc sur Apocalypse. Parce que la mécanique d'Apocalypse, du personnage en lui-même, je parle pas de ses cartes, hein, du personnage en lui-même, c'est de pouvoir, enfin il y a une condition, donc si tu vois le truc en replay, tu le verras, mais là je vais pas le redire, mais une condition c'est que il est en phase 1, il peut par lui-même passer en phase 2, et par lui-même passer en phase 3. Voilà, donc voilà, je n'irai pas plus loin. Donc autant dire que ça peut surprendre. Voilà. Et donc du coup, je ne parle pas de ces cartes, que je les ai pas regardées, et de ce qu'il peut faire à côté, donc autant vous dire que, à mon avis, ça va être costaud. Voilà, je dis ça, je dis rien, comme qui dirait. Voilà, et enfin j'ai terminé par donner quelques conseils pour les nouveaux joueurs. Alors je sais pas si vous allez être d'accord, mais je conseille bien sûr pour un nouveau joueur qui voudrait se mettre à Marvel Champion, c'est de prendre la boîte de base. Ça c'est obligatoire parce qu'il y a quand même un bon étalonnage, c'est une bonne moyen, bon déjà parce qu'il y a pas mal de héros, et c'est un bon étalonnage notamment par les vilains. Et après je dis que je suis pas, a priori de ce que j'ai compris, j'étais pas le seul à le faire, mais lorsqu'il y a un nouveau héros, je le teste avec son deck contre Rhino. Qui est un des trois, on le rappelle, qui est un des 3 vilains qui est dans cette boîte de base, et ça permet de me rendre compte du personnage, savoir s'il est bien, s'il est pas bien, si j'aime pas, s'il y a des choses à changer, s'il y a du potentiel ou pas, enfin voilà, ça permet de donner un petit une petite valeur, on va dire, sur le personnage, et c'est plutôt très bien. Donc voilà, donc pour un nouveau joueur, la boîte de base, ça me paraît quand même obligatoire. Ensuite, je disais, c'est prendre un ou deux héros, mais de prendre ces deux héros, un ou deux héros dans la même, comment dirais-je,
dans la même zone de sortie que de la période de sortie. Concrètement, si elle prend, moi je sais pas s'il prend héros de la période des web warriors, des web warriors, des tisseurs de toile, rester sur cette période-là. Alors pourquoi? Pas tout simplement parce que si on veut construire ensuite des jeux, que vous ayez, que la personne ait des cartes qui puissent comboter ensemble et qui puissent s'associer. Concrètement, ne pas prendre un Avenger avec un X-Men par exemple. Là, du coup, il risque d'y avoir des cartes qui ne pourront pas se jouer dans avec les deux héros. Donc voilà. Après, ça peut se faire bien sûr par la suite. Mais en tout cas, pour le début, voilà, je pense ça. Et puis ensuite, éventuellement, prendre la boîte associée aux héros qui ont été pris. Et après, il y a les scénarios, etc. au fur et à mesure. Et puis si on accroche, la personne, bah, elle prend ce qu'elle veut. Mais en tout cas, en départ, pour moi, c'est la boîte de base, un ou deux héros de la même période ou de la même zone de sortie, on va dire. La boîte correspondante éventuellement derrière, et puis après ce qu'il veut, mais au moins ça pour démarrer, pour vraiment s'amuser en termes de construction de jeu, d'intérêt de partie, etc. Voilà, en tout cas, moi c'est ce que je conseillerais aujourd'hui. Voilà. Ça changera peut-être dans quelques mois, etc. Même si le jeu a quand même bien évolué, est devenu plus difficile, voilà, concrètement. Et c'est pareil, si vous avez si vous avez une volonté de montrer Marvel Champion à quelqu'un, essayez de partir sur des decks plutôt simples, parce que là, quand on regarde les dernières sorties, les derniers héros, on rajoute pas mal de mécaniques de cartes qui peut quand même sembler, qui peut quand même rebuter un peu certaines personnes, même si c'est bien pour le jeu, parce que ça renforce la qualité du jeu, les possibilités de jeu aussi, mais voilà, il faut savoir que ça rajoute encore plein d'éléments, et sur certaines personnes, si les gens ne connaissent pas, ça peut être compliqué. Enfin voilà, moi c'est mon point de vue sur le sujet, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas c'est mon point de vue, pardon, personnel. Voilà, et bien j'en ai terminé en ce qui me concerne.